Bonjour à tous, bienvenue dans Rankings, le podcast qui classe les rois de France et je suis en compagnie aujourd'hui de la tempête, Kate Storm. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va et toi? Bon, écoute, plutôt pas mal, et puis bien sûr, à ma droite, j'ai aussi le calme avant la tempête, Stanislas. Salut Stanislas, et toi, comment tu vas? Très bien, et toi? Eh ben plutôt pas mal. Et puis comme c'est la première de l'année, on va peut-être faire nos vœux et souhaiter bonne année à tout le monde, je pense, parce que c'est de normalement ça se fait, il paraît, en janvier. Puis on a encore le temps parce qu'on est encore en janvier, pour cette nouvelle année, à attaquer un nouveau roi si ça vous va. Mm. Très bien, meilleurs vœux à tout le monde, effectivement. La santé avant tout, La Meilleurs surtout vœux pour santé. Kate. à tout le monde sauf aux macronistes. On avait dit qu'on commençait pas là-dessus, je crois, non? On avait terminé. Et ça en fait une paire en plus. Voilà, ça en fait super. Et pas les plus brillants d'entre nous, hein. Bon, tiens, Kate Storm, pardon, est-ce que tu pourrais nous réexpliquer les règles du rankings, pour ceux qui démarrent et que ceux qui commenceraient, parce qu'on a dit qu'on classait les rois de France, c'est l'objectif, par siècle, mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Explique-nous comment ça fonctionne et en étant clair pour que les gens comprennent bien le système de rankings, justement. Et ben alors c'est très facile, on classe les rois de la note S, qui est la meilleure note, jusque la note E, en passant par A, B, C et D. S c'est vraiment l'un des tout meilleurs, et E c'est l'un des pires des rois. Et donc on a eu pas mal de rois depuis qu'on a commencé. On a eu par exemple Louis XIV qui a été classé A. En lettre D, on a eu par exemple Charles X, on a eu Louis XVI. Et je n'irai pas plus loin au sujet de Napoléon. Ah, le fameux débat, on vous invite à réécouter effectivement ce podcast sur Napoléon, où il a fallu que je départage parce que c'était un petit peu compliqué entre nos deux chroniqueurs qui ne savaient pas comment le classer. Et je peux entendre, parce que c'est toujours un personnage qui est quand même assez polémique. Écoutez, messieurs, je vous propose qu'on démarre pour ce nouveau roi. Alors, quand on dit roi, ça peut être aussi un empereur. On parle surtout de monarque, on est bien d'accord. En vous rappelant aussi que comment on arrive à juger avec nos critères évidemment objectifs ces rois. L'idée, c'est d'avoir effectivement trois critères importants. Alors, bien sûr, on détaille et on développe à l'intérieur, mais c'est d'abord voir à l'aune de sa politique intérieure, comment il gère son pays, mais également la politique extérieure, s'il y a des guerres, s'il y a de la collaboration, s'il y a de la diplomatie, etc. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est dans le dernier critère, c'est de voir qu'est-ce qu'il a récupéré comme pays et surtout qu'est-ce qu'il laisse à la France quand il disparaît, quand il meurt ou quand il abdique. Voilà. Donc c'est vraiment sur ces trois points-là et on essaye d'être à peu près, on va dire, alors chronologique évidemment, mais aussi essayer de structurer et d'être dans ces trois critères pour voir effectivement l'un et l'autre, justement, est-ce que c'est un bon roi ou est-ce que c'est une saucisse? Voilà. On va démarrer du coup aujourd'hui, si vous le voulez bien, avec Louis-Napoléon Bonaparte. Qu'on leur coupe la tête! Je reviens rapidement sur Louis-Napoléon Bonaparte. C'est original là, parce que ça va quand même être le premier président de la République élu au suffrage universel, de 1848 à 1852. Il faut quand même pas l'oublier. Et ça va être aussi un empereur, de 1852 à 1870, ce qui fait quand même qu'il reste à la tête de la France pendant plus de 20 ans. Et pourtant, c'est un roi qui n'est pas très populaire, on va dire. On l'appelait le petit. Il y a beaucoup de textes aussi et d'écrits, où on se moque de lui, on se fout littéralement de sa gueule. Alors justement, est-ce que aujourd'hui on va rehausser, on va upgrader, on va assiser Louis-Napoléon Bonaparte ou au contraire, est-ce qu'on va le mettre au fin fond de notre classement? Toute la problématique et toute la question est là. Et je vais peut-être laisser déjà Stanislas dire ce qu'il en pense, peut-être en quelques mots déjà. Qu'est-ce qu'il pense de ce fameux Louis-Napoléon Bonaparte? Alors, je pense, en premier lieu, c'est très intéressant sur ce sur quoi tu as fini. Effectivement, Napoléon Bonaparte, enfin Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, c'est un peu une légende noire de la République. Les républicains, pour légitimer leur pouvoir, ils lui ont bien craché dessus. Donc, on a une vision un peu biaisée
de, de cet empereur et de finalement ce qu'il a fait. Quand bien même je vois Kate Storm arriver, hein, la fin du règne, effectivement, est un peu chaotique. Mais je pense que cette image-là un peu écornée, et il a pas tout fait bien. Il était moche, par exemple, effectivement, ça c'est pas faux. Donc les portraits ne sont pas très glorieux. Mais cette image écornée est due principalement à cette propagande républicaine, hein, jusque 1940. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Hein, on analyse à nouveau finalement ce qu'il a fait. Ça sera ma première intervention. Ma seconde intervention, je pense qu'on va être d'accord avec Kate Storm. On va effectivement le juger entre 1852 et 1870, mais un peu à l'image des monarques précédents à post-Révolution française. Ce qu'il a fait avant est aussi très très intéressant. Parce il arrive au pouvoir en étant assez âgé. Et il a déjà fait 2 tentatives de coup d'État qui ont échoué. Il a fait plusieurs années de prison, 6 je crois. Hein, il s'est échappé de prison. Il a écrit des ouvrages et surtout, et ça va être certainement le point de départ de notre analyse, il est extrêmement marqué par les écrits de son aîné, hein, le mémorial de Sainte-Hélène, cet écrit-là, ça va être un peu une ligne directrice de ce qu'il va faire, hein, quand il sera au pouvoir. Merci Stanislas. En quelques mots aussi, avant qu'on attaque, hein, nos différentes parties, Kate Storm, une vision générale, hein, sans trop spoiler ton avis non plus, mais pour qu'on sente un petit peu comment dirais-je, le courant sur lequel tu vas glisser gentiment. C'est vrai que c'est le tout dernier monarque de France. Donc forcément, ça marque une rupture. Et les conditions de sa chute fait qu'il y a un avant et un après très net au niveau de la pratique politique en France. Donc à cet égard, il y a une vraie césure par rapport à ça. Après, c'est tout comme Louis-Philippe, et avec des parcours de vie un peu similaires. C'est les deux, ils ont bourlingué, etc. Ils n'ont pas de grande légitimité, mais une ambition immense. Ils ont présidé à d'énormes changements sociétaux, macroéconomiques en France. Donc c'est une période très riche et qui est très présente dans les arts en France, que ce soit la littérature, la peinture, etc. Donc un règne avec de multiples facettes, la plupart étant claquées comme facettes. À noter quand même que, vu qu'il a été le premier président de la République, il a quand même été élu sur un pseudo-suffrage universel. Donc au niveau de la légitimité, il y a quand même quelque chose de supérieur au monarque précédent. Au départ, en tout cas. Quand tu regardes les lois électorales, tu sais, je suis d'accord, ce n'est pas un... République bananière à 90. Pour moi, toutes les élections jusque 1800, allez, 75, c'est du vent. Les lois, elles sont tellement absurdes, tellement grotesques que, par exemple, il y a une loi qui dit tu dois habiter 3 ans au même endroit, etc. Mais ça c'était par rapport aux ouvriers agricoles qui changeaient. Oui, mais je suis d'accord. De toute façon, c'est fait. Il n'y a que les riches qui votent. Voilà, il n'y a que les riches qui votent. Il y a quand même un vote. Oui, il y a quand même un vote. Je suis d'accord avec toi qu'il y a un vote. Mais... Il n'y a plus de droit divin, de primogéniture masculine, etc. etc. Mais ça, c'est intéressant parce que Louis-Napoléon Bonaparte, hein, il saisit quand même l'air du temps et il fait une campagne électorale entre guillemets moderne. Hein, et ça c'est à mettre à son crédit en tant qu'homme politique. Et même si effectivement on est avant, mais comme on parle aussi de comment il récupère le pays, c'est intéressant de le souligner. On démarre si vous voulez, on va commencer avec la politique intérieure, pardon. Qui est-ce qui veut s'y coller? Qui est-ce qui veut dire les points positifs ou négatifs, ou ce qu'il en pense, hein, bien évidemment, de la politique intérieure de Louis-Napoléon Bonaparte? Bon, je vais commencer. Le règne de Napoléon III, c'est un règne que tu peux découper en 2 grandes parties. Un début très autoritaire, tyrannique,
où il fait fusiller beaucoup d'opposants, une répression très sévère. Et ça va être comme ça jusqu'au début un peu des années 60, où le règne se libéralise plus. Donc il y a des césures assez nettes dans son règne entre le début et la fin, et d'ailleurs il va avoir une pratique du pouvoir assez différente. Et comme beaucoup, sans aller trop loin dans des tunnels, comme beaucoup, il s'appuie sur un petit cercle de collaborateurs, notamment son beau-frère, le duc de Morny. Et donc voilà, c'est un règne qu'on peut assez nettement couper en deux. Alors, est-ce qu'on va Ouais. prendre, on va commencer peut-être, ouais, Stanislas, qu'est-ce qui fait qu'il y a une rupture? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une C'est modification? effectivement, Ouais. alors on n'a pas, on n'est pas dans sa tête, donc on peut pas faire de la psychohistoire, mais c'est vrai que la deuxième partie, ça se libéralise. Quand je dis qu'il saisit l'air du temps, ça peut être une analyse probable. Hein, effectivement, il part un peu comme son aïeul avec un régime autoritaire, une autocratie, hein, et il finit par libéraliser le régime. Donc, est-ce qu'il a saisi quelque chose ou est-ce que c'était une contingence? Ça, on ne sait pas parce qu'on n'est pas dans sa tête, mais on peut mettre à son crédit qu'effectivement, il y a une sorte d'ouverture libérale à la fin qui va dans l'air du temps. Et d'ailleurs, le mot moderne, modernité, est inventé à cette époque. Alors, je ne sais pas précisément la date, mais c'est Baudelaire qui invente le mot modernité, hein, à cette époque. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant. Hein, alors, est-ce que ça vient de lui ou non? Ça, on ne peut pas forcément le savoir. Mais c'est un fait que le régime se libéralise. Ça le fragilise aussi en même temps. Kate? Ouais, je pense que c'est dans sa nature d'être un peu libéral comme ça. Je pense fondamentalement lorsqu'il démarre sa carrière, parce que il naît en 1808 et lorsqu'il arrive président, il a 40 ans. Mais 40 ans, c'est pas 40 ans de nous, quoi. C'est 40 ans de à l'époque. C'est un âge, un homme mûr, très mûr. Et quand on voit ce qu'il a fait précédemment, donc évidemment, il est dans le culte de son oncle, enfin oncle, on ne sait pas trop, puisque sa mère, comme à peu près toutes les femmes de la famille Bonaparte, c'était une femme aussi de petite vertu. Et du coup, on ne sait pas vraiment si c'est son vrai oncle ou pas, mais on va partir du principe que c'est son oncle. Et donc, il est très bonapartiste. Il y a un peu ce concept qu'on va retrouver un peu dans les années 30, qui voudrait qu'on rapproche le pouvoir du peuple, et donc il va faire des publications, j'en avais parlé dans l'épisode d'avant. Il est quand même un peu plus à gauche, alors je mets des guillemets, mais d'énormes guillemets. Il s'intéresse à la condition sociale, ouvrière. Je dis pas qu'il le fait, mais c'est quelque chose sur lequel il écrit, sur lequel il parle. Donc je dirais par rapport à ça, c'est que la première phase, il est sûrement tyrannique par nécessité, mais je pense que sa Hmm. nature d'être, comment il est, je pense qu'il revient assez rapidement au libéralisme, et je crois que lui, il était très admiratif aussi du modèle anglais, et c'est pas, je pense que ça lui convenait bien. Alors, Euh, il est tyrannique, effectivement. Et la presse est quand même censurée. Je pense qu'il a besoin d'asseoir aussi son pouvoir je parce qu'il vais, a fait quand même un coup d'État, hein, je pense aussi. Mais par contre, il est très conservatiste aussi. Mais par contre, est-ce qu'il n'a pas aidé quelque part à relancer, tu parlais du modèle anglais, de relancer quand même l'économie française, qui n'était pas forcément la meilleure du moment, en tout cas en Europe, par exemple avec les chemins de fer ou le développement quand même du pays. Est-ce que c'est pas un point qu'on peut lui donner? Est-ce qu'on peut, dans cette première étape de règne, est-ce qu'il est quand même pas dans un développement, un renouveau et en tout cas économiquement, on relance pas le pays? alors je dirais que oui et non. Il profite d'une dynamique qui était préexistante, on l'a déjà vu, hein. Sous la monarchie de Juillet, c'était déjà le cas. Et effectivement, alors, il y a des chiffres, hein, je crois qu'on passe de 2000 voies 2000 km de voies de chemin de fer à 20 000.
hein, c'est quelque chose comme ça. Donc, il y a des chiffres, mais disons qu'il poursuit une dynamique qui était préexistante, même s'il y a la coupure de la Seconde République où il y a une sorte de crise sociale. Je vais rebondir, et on reste toujours dans la politique intérieure, hein, sur ce que disait Caïd par rapport aux ouvriers. Deux choses. C'est lui qui met en place le droit de grève, ou du moins ce qui en sera les prémices, hein. Donc il s'intéresse quand même à la condition ouvrière, sur laquelle effectivement il avait écrit un ouvrage. Et deuxième chose, effectivement, c'est par rapport finalement son courant politique, on pourrait dire que c'est un populiste, hein, finalement. Il se comporte, et pendant ses campagnes, hein, comme un populiste. Il va charmer le peuple, et tout en ayant une vision autoritaire du pouvoir, hein. Un populiste, je pense, dans le sens contemporain du terme. Donc, il s'intéresse quand même. Il profite d'une dynamique qui existait déjà, on l'a vu. Et il y a une accointance aussi avec les milieux financiers, hein, les premières grandes banques. Donc, il y a effectivement, la France est dans une croissance économique. On peut pas le nier. Euh, il, euh, il continue le mouvement. Il l'entretient bien. On peut pas dire le contraire, hein. De toute façon, je pense qu'effectivement, ayant une admiration pour le modèle britannique, ce sont quand même eux les pères du libéralisme économique. Alors, c'est un libéralisme beaucoup plus libéral que ce que l'on a aujourd'hui. D'accord? D'ailleurs, on y reviendra, notamment avec la politique extérieure. Donc, il entretient une dynamique préexistante, mais il l'entretient bien. Donc, il y a quand même un côté positif, effectivement, dans son règne, hein. Il y a aussi toutes les lois hygiénistes, hein, toutes les villes qui vont être refaites, parce qu'on parle du Paris d'Haussmann, mais il y a plein d'autres grandes villes qui qui sont réaménagées, hein, et ça, pareil, c'est extrêmement positif, à la fois pour les populations, mais aussi pour le prestige de l'Empire français. Moi, je mettrais un bémol. Premièrement, le 19e siècle, la période qu'on a parlé, et de Louis-Philippe et de Napoléon III, on est en pleine révolution industrielle. On aurait mis n'importe qui. La France a toujours été, comparativement à l'Europe et au reste du monde, l'un des pays les plus riches. Toujours. Si tu faisais un classement de la richesse des pays, en Europe, même en 2024, la France ça aurait été top 3. En 1900, elle était top 3, en 1700, elle était top 3, en 1200, elle était top 3. Donc la révolution industrielle qui naît de l'exploitation de l'énergie non vivante, donc le charbon, le fer, l'acier, etc. Ça aurait été Napoléon III, Jean-Paul II ou Madame Soleil. Je crois que elle se serait déroulée de la même manière. Le point que je voudrais dire, par exemple, c'est l'incroyable corruption des régimes napoléoniens, mais comme celui de son oncle. C'est la captation des richesses pour le profit de peu. Par exemple, c'est au milieu des années 60 que Deauville est créé. Donc Deauville qui est créé un peu ex nihilo. Donc il y a un conglomérat d'entrepreneurs qui vont créer cette commune balnéaire. Il y a le développement d'autres stations, etc. Et en fait, le développement, comment il est fait? C'est une captation de l'argent public par les proches de l'empereur. Et du coup, cette richesse qui est générée, parce qu'il y a régénération de richesse, comment est-elle redistribuée? Et c'est pour ça que lorsqu'on voit les ors de l'Empire, il suffit de gratter un minimum en dessous, mais vraiment très très peu, pour voir toute la pauvreté qu'il y a derrière. Donc cette fantastique richesse qui est créée, et il suffit de lire le travail d'un de ses contemporains, Émile Zola. On le voit très bien dans la saga des Rougon-Macquart. Il y a d'un côté une bourgeoisie toute puissante, toute riche, liée à l'Empire, et de l'autre, l'écrasante majorité du peuple qui ne voit que les miettes. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, lorsque Napoléon il est capturé, il n'y a aucun soutien. Parce qu'en soi, lorsqu'il se fait attraper à Sedan,
les Allemands, ils allaient le libérer. Dans tous les cas, tout le monde sait qu'il va revenir. Il n'y a personne qui le défend parce que sa politique, c'est avant tout, quand même, le nombre de gens qui en ont bénéficié, c'est vraiment très 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 peu comparé à l'ensemble de la France. Ouais, intéressant. Là, on est, ce que Bon, tu es en train de dire, c'est que ça développe quand même une partie du pays, on va dire, dans son prestige, mais le peuple, il est quand même, dans sa grande majorité, comme c'est dit dans Zola, c'est quand même, l'écrasante majorité ne bénéficie pas, en fait, Ben, de cette économie qui développe le pays, quoi. tout à fait. alors, il, Toi, juste, il faut... Stanislas, je Vas-y. voudrais dire un point. Par exemple, on met toujours à son crédit les travaux du baron Haussmann, mais si tu vas faire un sondage à l'époque des Parisiens à qui on a rasé leur immeuble et on leur dit est-ce que vous êtes content, ils vont te dire non. Donc il faut se remettre dans les contextes. Évidemment, je mets les travaux de réfection des villes à son crédit, mais si tu te positionnes à l'époque, les gens ils disaient pas ah c'est cool, dans 60 ans les gens ils pourront bien se promener dans nos boulevards. C'est impopulaire, mais bon voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on peut, parce que c'est quand même quelque chose d'important que tu as soulevé, on peut pas, excuse-moi, Stanislas, mets de côté ce que tu voulais dire, excuse-moi, c'est juste petit zoom sur, on a parlé Haussmann. Euh, quel- Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Napoléon, ce qu'on peut, là, on l'a cité, mais qu'est-ce que c'est que véritablement? Qu'est-ce qui se passe dans Paris pour que ça marque encore, parce que c'est quelque chose qui marque encore de nos jours, quoi, hein. Qu'est-ce que c'est de cette histoire du baron Haussmann et qu'est-ce qu'il a fait particulièrement et qu'est-ce qu'on a fait dans Paris et dans les grandes villes? Pour moi, la question? Celui qui veut, hein, vas-y, bon courage, Stanislas. C'est influencé par ce qu'on appelle les hygiénistes, hein, qui finalement étudient comment mieux vivre, comment éviter les épidémies dans les villes, hein, il y en a quand même quelques-unes, hein. Il n'y a plus la peste, mais il y a le choléra, etc. Et donc, il faut réorganiser les villes, hein, d'une manière plus hygiéniste et plus aussi pratique et pragmatique. C'est pour ça qu'on a des grandes avenues, qu'on va appeler les boulevards d'ailleurs, hein. On a des grandes places, comme la place de l'Étoile par exemple. On a des parcs, hein, par exemple le parc Butte-Chaumont, et on a ces fameux immeubles haussmanniens, hein, qui coûtent un bras encore aujourd'hui pour pas grand-chose, mais qui sont construits, qui sont beaux, qui sont les symboles de Paris et qui sont finalement aussi un des symboles de ce qu'on appelle encore aujourd'hui la ville lumière, qui est due principalement au reflet du soleil sur les pierres, sur la blancheur des pierres. C'est ça la ville lumière, hein, qui donne de la luminosité à la ville. C'est pas l'espèce de truc qu'il y a au-dessus de la tour Eiffel, hein, qui fait penser au spot de boîte de nuit. C'est ça donc, ça marque et en plus ça fonctionne quand même. Ben, il y a aussi les raisons militaires, c'est-à-dire la destruction du Paris médiéval pour élargir, c'est pour permettre à la troupe de dégager d'éventuelles barricades, de casser plus facilement les révoltes. Donc il y a un Oui, mais il y a du objectif pragmatisme. de contrôle du peuple derrière, parce que avant la troupe, si on prend par exemple les événements de 1789, les rues elles faisaient 2,50 m de large. Donc tu mets un chariot dessus en renversant un peu de pierre, tu te mets au deuxième Mm. étage, tu lances des cailloux sur la troupe, c'était très difficile. Là, Tu peux pas aligner de canon, etc. voilà, là les C'est non, ça boulevards, c'est il vrai. fait 30 mètres de large. Rien que pour faire une barricade qui tienne le long du boulevard des Capucines, par exemple. Mais au-delà, il y a aussi les égouts, etc. Il y a quand même Mhm. beaucoup d'autres choses, hein. Il y a une vraie politique urbaniste, pour le coup moderne, là, qui a été faite. Je reviens quand même sur quelque chose qui est intéressant, qui est à la fois finalement critiquable sur ce que disait Kate Storm, c'est ces inégalités. Alors, ça c'est vrai qu'il y a une sorte de népotisme et de corruption d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup dans l'Angleterre parlementaire, hein, et quasiment dans tous les pays d'Europe. Et il faut aussi voir que ces inégalités sociales-là, qui effectivement on peut mettre à son discrédit, elles sont aussi dans l'air du temps. Ça fait même pas 100 ans qu'on est sorti de 1000 ans d'ancien régime,
Et pour ces personnes-là, comme Napoléon ou les anciens nobles, ces inégalités-là, elles sont complètement, entre guillemets, normales. Ils s'en rendent même pas compte. Et il faut aussi voir que la classe ouvrière, c'est une classe qui apparaît allez, en France dans les années 1820-1830. Hein, donc ça fait qu'une trentaine d'années, pareil, qu'on a un nouveau type de personne qui apparaît et dont il faut s'occuper d'une manière différente. Donc, hein, si on se remet dans les mentalités de l'époque, il fait des choses effectivement qui sont quand même très inégalitaires, hein, ça on peut pas le nier, mais il y a pour les contemporains, c'est pas si anormal que pour nous, hein, personnes du 21e siècle, où là, franchement, il se comporte effectivement comme un dictateur digne de certains pays d'Asie de l'Est. Ou de France. Mais je suis pas tout à fait d'accord parce que Stanislas, si tu regardes pas loin de nous, en Allemagne, l'État impulse sous Bismarck une politique sociale. Bon, c'est un poil plus tard, je te le concède, Ah ouais, c'est mais plus tard, hein. c'est un poil plus tard, mais ce que je veux dire, la conscientisation de la misère des masses, c'est l'objet de 1000 livres. Alors, ce qui est marrant, Ouais, quand mais tu ces livres, ils regardes... sont plus tardifs, non? Non, je parle des romans populaires. Je parle pas de littérature politique, là. Je parle de romans populaires, tu sais. Non, mais par exemple, si on prend, je sais pas moi, Germinal, c'est quelle année, tiens? C'est beaucoup plus tard, c'est dans les années 80. Ouais, Ouais, mais, ah, c'est ça. ouais, mais Les Misérables de Hugo, c'est contemporain de... Attends, je vais regarder, mais... Ouais, mais Les Misérables, c'est quasiment rural, hein. On est encore sur de la ruralité, 1862. Ah, voilà. 1862, ouais. Donc, Ouais, mais il y a pas de, c'est pas comme Germinal. On n'est pas dans une mine, etc. Les Non, mais là, Misérables, moi, je Cosette, ils parle... vont la chercher où? Dans Je, dans un je parle, village, hein. je parle pas que du prolétariat ou du lumpenprolétariat. Je parle que la pyramide sociétale du régime de Napoléon III, c'est une petite partie en haut qui gratte. Il y a une bonne partie de la bourgeoisie qui prend un bout, mais l'écrasante majorité, peut-être 90%, ils n'en voient pas les fruits. Alors ça peut être Ça, une... je suis entièrement d'accord avec toi, sauf que si on regarde quasiment tous les pays du monde, c'est la même chose. Donc, c'est pas pour ça que je suis d'accord avec ce type de fonctionnement. Mais disons que s'il y a peut-être une conscientisation, lui n'a pas retranscrit sur des lois politiques. Ça, je suis d'accord et c'est à mettre à son discrédit. Par contre, il y a quasiment aucun pays où finalement il y a des lois politiques qui sont faites pour les ouvriers. Il y a peut-être l'Angleterre où il y a des lois, je pense, qui préexistent à celles de la France, mais parce que certainement la révolution industrielle est apparue au siècle précédent. Hein. Finalement, les Anglais, ça commence dès la fin du XVIIIe siècle. Mais autrement, alors ce qu'on peut lui reprocher, c'est que lui, il écrit son livre sur les classes ouvrières, il l'écrit dans les années 30 ou 40, je sais plus, tu t'en souviens? Ouais, il l'écrit en 45, un truc comme ça. Ouais. C'est pas... Et donc, quand il a vraiment le pouvoir, finalement, il ne met rien du tout en place. Ça, on peut lui reprocher, et ça, je suis complètement d'accord. Mais c'est pas le seul. Ah oui, je crois que l'Angleterre, je sais pas pourquoi les gens ils fantasment l'Angleterre de la reine Victoria. Le romantisme anglais. Je pense que ça doit être l'une des époques les plus horribles à vivre, quoi. Des Bien sûr. conditions de, de vie dantesques pour l'écrasante majorité. Messieurs, je vous propose, si on a fait le tour de la politique intérieure, je vous propose de passer à la politique extérieure, à moins que vous ayez un dernier mot à dire par rapport à la politique intérieure. Mais je trouve qu'on a fait on a bien fait le tour de la question. Ça vous va? On passe à l'autre Ouais, partie, la juste pour politique dire extérieure. Ouais. à son crédit, il libéralise hein, quand même la presse, les associations, etc., etc. Donc, je lui mets à son crédit qui l'autorise dans la deuxième partie de son règne plusieurs choses. Et comme après je vais le défoncer, je préfère le noter maintenant, comme ça on m'accusera pas de... J'allais dire, c'était merveilleux. Kyle Storm qui félicite
personne qui se prénomme Napoléon, ça faut enregistrer. Ouais, et c'est clair. Et moi, j'ai presque envie qu'on arrête l'émission maintenant Ouais, je suis complètement d'accord. et qu'on dise merci à tout le monde. On a notre premier en S. Et à la prochaine. Non, je plaisante. On va donc passer à la partie politique extérieure et je vais laisser la parole à Stanislas parce qu'on va garder le suspense de Kay Storm dans quelques instants. Stanislas, qu'est-ce que tu penses de cette politique extérieure voilà. Est-ce que pour toi c'est une réussite, une brillante réussite ou une catastrophe ou plutôt quelque chose de mitigé? Je peux pas dire que ce soit une réussite puisque ça se finit mal. Mais il y a parfois de bonnes Exactement. idées qui sont très mal appliquées. Non, ce n'est pas une réussite, hein. Il y a finalement tout ce qu'il entreprend, à part peut-être l'économie internationale, hein. Tout ce qu'il entreprend, finalement, c'est un échec. Bon, Ah, l'Italie, ça va? Ah oui, il y a l'Italie. Ah, c'est vrai. J'avais pensé à l'Italie, et oui, si, il a quand même une vision. Ben, je sais même pas si l'Italie il fait exprès en fait. Alors, Ah si. si on peut quand même dire, hein, et ça va être important, notamment par rapport à ce que va nous dire Kate Storm, c'est que le royaume qui laisse, enfin le pays, parce que ce sera un pays, ce serait une république après, qui laisse à la fin de son règne, il est certes amputé de l'Alsace-Moselle, et ça c'est une énorme perte, voilà, on le sait, mais il récupère Nice et la Savoie, donc finalement il n'est pas beaucoup plus petit, hein, et en plus il récupère quand même la Côte d'Azur, c'est assez sympathique d'aller s'y prélasser. Mais non, sans autrement, oui, il y a effectivement la politique de soutien aux Italiens pour la réunification italienne. Alors pour moi, c'est bien d'un point de vue idéologique, hein, par rapport à mes conceptions personnelles, mais je suis pas forcément persuadé que ce soit bien d'un point de vue de la géopolitique internationale si on se place en tant que chef d'État français, hein. Autrement, je vais laisser Kay Storm effectivement faire un petit topo sur l'aventure au Mexique, qui se solde par un cuisant échec. Et on finira sur cette malheureuse guerre, hein, dans laquelle il a eu tout faux, hein, et qui amène finalement la fin de son règne. Ouais. Kate, on te laisse la parole et on te laisse, tu pourras nous raconter peut-être, je sais pas, ton pèlerinage à Sedan ou quelque chose comme ça. On en reparlera. Je te laisse la parole. Mais ce qui est étonnant, parce que l'un dans l'autre, là on a parlé un peu de politique intérieure, il y a du bien, il y a du moins bien. Politique extérieure, c'est un désastre complet. Être aussi stupide, être un crétin de ce niveau, c'est rare, rare, rare. Alors, je suis d'accord qu'à la base, c'est un Bonaparte, donc il n'a pas des gènes de fou, mais ça, quelle naïveté, vraiment, mais un cassos de cassos de cassos, et je vais prendre tout dans l'ordre, à quel point on se rend compte que c'était un dégénéré, mais vraiment pathétique. Alors Alors, sortez les pop-corn, les la pépitos. première des choses, Je le C'est couperai parti. peut-être, hein. nos auditeurs parisiens connaissent bien Crimée, Sébastopol, Malakoff, mais à quoi ça réfère? Alors évidemment, avec les événements en Ukraine, on sait que ça réfère à la guerre de Crimée. Qui est capable de me dire quel est le casus belli de la guerre de Crimée? Parce que c'est la France qui la veut, cette guerre. Ah, c'est le grand homme malade de l'Europe, hein. C'est Non, l'Empire ottoman. en fait, Ouais, mais c'est ça, c'est la Russie, l'Empire oui, ottoman. mais Il y a pourquoi? quelque chose. Attention. D'accord, attends. Pourquoi? Mon point, c'est... Alors, le casus belli de la Première Guerre mondiale, on connaît. Archiduc, blablabla, Sarajevo. La Seconde Guerre mondiale, on connaît. Euh, L'invasion de la Pologne. C'est quoi le casus belli de la guerre de Crimée? Mais je vais vous le dire. C'est pour vous dire à quel point cet homme était un débile. Euh, Évidemment, comme il vient de dire Stanislas, l'Empire ottoman, c'est l'homme faible de l'Europe. La Russie, elle veut les bouffer. Et d'ailleurs, son extension s'est faite en grande partie au détriment de l'Empire ottoman. Et à Jérusalem, il y a certaines congrégations
qui datent de l'époque où la France était le meilleur ami de l'Empire ottoman, qui sont sous la protection de la France. Et il y a une petite embrouille de préséance entre les gogols de prêtres orthodoxes et les trimards de catholiques. Ils se bagarrent pour qui doit rentrer en premier, 40 morts. Enfin bref, c'est vraiment une époque où l'intelligence était très faible. Mais bref, ils s'embrouillent. Au final, Napoléon, il veut un prétexte pour rentrer en guerre contre la Russie. Beaucoup parce qu'il veut venger son oncle. Il arrive à mettre les Anglais, parce que la finalité, les Russes, ils veulent quoi? Ils veulent les Bosphores, le Bosphore, les Dardanelles. Et l'Angleterre, la France, un peu l'Italie, rentrent en guerre contre la Russie. On envoie des bateaux et on se bagarre surtout en Crimée à Sébastopol. Mais cette affaire qui dure 3 ans, qui coûte la mort à 100 000 Français, qu'est-ce qu'on en gagne? C'est quoi le bénéfice? Donc une fois qu'on est rentré en 1856, on nomme des stations de métro, sachant que les métros n'existent pas encore. Mais qu'est-ce qu'on a gagné de la guerre de Crimée? 100 000 morts. Moi, je trouve que c'est important, hein. Non, mais Et d'ailleurs, c'est un désastre. l'avenir lui donne raison. Mais non, Alors, l'avenir lui donne... c'est un désastre au niveau des chiffres, mais Non. la plupart des conflits, et encore actuellement, ça se crée dans les Balkans. Cette région-là, elle est fondamentale. Non, mais attends, on n'est pas Elle du est, tout dans les Balkans, on est en Crimée. ouais, mais c'est pas loin. On est à 3000 côté. km. Attends, Non, il n'y a pas 3000 kilomètres. C'est en plus, ça arrive à. Si tu regardes l'Empire ottoman, sa prolongation, c'est exactement ces régions-là, hein. Ça part de la Turquie, là, d'Istanbul, et après tu vas t'arrives jusqu'à la Grèce. Et d'ailleurs, c'est là. 2344 km. Ah ouais, mais c'est la même province, c'est les provinces balkaniques de l'Empire ottoman, et c'est là où commencera la Première Guerre mondiale en 1912. Donc moi je pense que c'est une région qui est fondamentale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas que la France. Il y a les Anglais, comme tu disais l'Italie, c'est des coalitions. C'est fondamental cet endroit-là, le détroit détroit du Bosphore, là, des Dardanelles. C'est fondamental. Le fond, c'est qu'on n'a pas d'intérêt là-bas. Aucun. Parce que T'as toujours un intérêt Non, mais- stratégique. Parce que, attends, Direct ne peut-être pas, mais l'avenir te dit quand même, et regarde encore ce qui se passe aujourd'hui, que c'est une région fondamentale, mais pas pour la France. stratégiquement. Pas pour les intérêts de la France. Ce qui va se passer, Pour la conséquence de ça, c'est que les Russes, après Napoléon Ier, ils étaient dans les meilleurs du game. Ça va faire une énorme crise politique en Russie, etc. Et du fait, la Russie va rentrer en sorte de gestation interne. Et quelle autre puissance n'est pas intervenue? La Prusse. C'est-à-dire qu'il y a eu une embrouille dans cette guerre entre la Russie et la Prusse. Et Napoléon, en rentrant en guerre contre la Russie, en lui infligeant la défaite, fait que la Russie va s'abstenir de toute guerre. Du coup, mais ça, on le saura plus tard, ça ils ne pouvaient pas le savoir au moment-là, c'est que la Prusse, son flanc oriental, est maintenant tranquille. Juste après, les Prussiens et les Russes, ils signent un accord, et donc ça va libérer les papates de Bismarck, parce que quand il va démarrer le Danemark, puis l'Autriche, puis la France, il ne craignera jamais d'être attaqué sur son flanc oriental. Et c'est ça l'une des énormes conséquences. La deuxième conséquence, et ça c'est significatif de la corruption générale du régime bonapartiste, c'est que lorsque la guerre elle commence, la France, elle a pas mal de soldats qui ont fait l'expédition d'Algérie. Il y a une France qui est plutôt bien commandée, bien disciplinée, avec une bonne logistique, alors que les Anglais, c'est n'importe quoi. Et comme le système politique anglais est plus robuste que le nôtre, à la fin de la guerre, les Anglais ont des ravitaillements normaux, etc. Et la France, non. La situation de la France, de l'armée française, c'est délité. L'armée française de 56, elle est plus faible que 53. Et ce qu'on va voir, parce que là on parle juste de la Crimée, qui est pour moi vraiment une catastrophe, lorsqu'on arrive en 70, l'armée de 70, elle est dans l'état qu'elle est, du fait de la corruption du régime.
C'est-à-dire que les crédits sont votés, par exemple, on dit, allez, on dépense 1 million pour des boutons de guêtre. La finalité, c'est que l'argent de ces fameux boutons de guêtre n'arrive pas sur l'uniforme du soldat. Et cette corruption généralisée euh, fait entrer l'armée française en déliquescence. Et c'est même antérieur à lui. Et tout ça pour dire, cette guerre de Crimée, l'un dans l'autre, elle grève aussi le budget de l'État parce que ça coûte un bras d'envoyer autant de monde aussi loin. Et ça va avoir de grosses conséquences. C'est marrant, on pourrait presque faire l'analogie avec son oncle, hein, enfin, quand il a fait son espèce de conquête vers la Russie, où il y a eu peut-être aussi parfois des victoires, mais qui sont en fait des victoires qui t'affaiblissent au fur et à mesure, quoi. C'est un peu le Alors, même principe là. il y a un peu moins de panache que son oncle et un peu moins d'hypertrophie du cerveau quand même, hein. Il est quand même un peu plus réfléchi. Napoléon Ier, c'était vraiment pour la gloire personnelle. Là, il s'inscrit quand même dans des logiques d'alliance géopolitique à chaque fois. Hein, il y va jamais seul. Hein, il y a quand même, entre guillemets, moi je trouve qu'il y a toujours une réflexion géopolitique derrière. Ce qui n'est pas forcément. Alors même si ça se solde la plupart du temps, effectivement, c'est très très mal géré par des semi-échecs au moins, on va dire, ou des échecs pour le royaume, pour l'Empire français. Il y a quand même une réflexion derrière. Hein, à part la dernière contre la Prusse, où là c'est n'importe quoi. Mais je trouve que il y a quand même une réflexion derrière. Ce qui n'est pas le cas de Napoléon Ier. Alors par rapport à la Crimée, euh, pour les contemporains, c'est une victoire. Parce que Ça l'est. Les Russes se sont rendus, etc. On fait des défilés, blablabla. Alors que la campagne de Russie de son oncle, c'était un désastre absolu. Mais mon point de vue, c'est une victoire à court terme, mais sur le moyen terme, eh ben, les conséquences auront des effets Bah, ça dure désastreux. 20 ans, hein. Je crois qu'après, ils obtiennent que la mer Noire soit entre guillemets neutre. Et dès que la Prusse envahit la France, je crois que c'est fini. Donc Oui, ça dure oui. une vingtaine d'années. Mais ce que je veux dire, c'est que le changement, parce que la guerre de Crimée, par exemple, le fait que les Autrichiens, ça fait éclater le congrès de Vienne, c'est-à-dire la Sainte Alliance, l'ordre européen qui est issu du congrès de Vienne, à savoir l'alliance de la Prusse, de l'Autriche-Hongrie, de Par la contre, Russie et ça de renforce l'Angleterre. quelque chose. Ça renforce quelque chose qui va faire l'histoire dont on a déjà parlé. Ça renforce l'entente, qui sera une des bases, hein. Finalement, la perfide Albion, c'est l'Angleterre, là, c'est fini, c'est plus ennemi. On se tourne vers l'Est maintenant pour trouver Oui, mais son ennemi. en soi, ce que tu dis, c'est tout à fait juste, parce que l'un des objectifs de Napoléon, c'était vraiment de se rapprocher. Mais comme c'est un sgeg, ce Napoléon III, il va faire d'autres erreurs. Parce que si avec celle-là, on dirait, bon, allez, c'est pas grave, mais c'est un trémard. Parce qu'après ça, donc, la fameuse expédition du Mexique, quel dégénéré est venu avec un plan pareil? Non, mais c'est des plans, mais tu dis, mais c'est qui? C'est Gogolito qui arrive à être président ou roi de France. Mais c'est incroyable, quoi. Je pisserais dans un bocal, le bocal, il aurait plus de quotient intellectuel que ces cassos. Comment, dans une tête de malade pareil, tu peux dire, Hmm, on va envoyer 10 000 hommes au Mexique pour soutenir un régime où il y a eu plus de 40 premiers ministres en 20 ans, qui est le pays qui est quasiment en faillite, pour contrer les États-Unis. Mais quel besoin as-tu, Napoléon III, à vouloir contrer les États-Unis? Qu'est-ce que... Et évidemment, cette expédition, c'est un désastre, mais c'est un désastre. Alors, on voit les trimards de légionnaires défiler sur les Champs-Élysées en se rappelant, c'est quoi, c'est Cameron ou je sais pas quoi. Mais tu dis, mais ils sont cons, quoi. Mais vraiment, c'est... Oh là 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 là, vivement que ce siècle il se termine, parce qu'il y a que des gogoles, c'est pas possible. Et donc, le Mexique, Il s'énerve tout seul, c'est bien. non mais l'expédition du Mexique. Alors j'étais au Mexique en décembre, donc il y a un mois, et tu te dis, et j'y suis allé en avion bien sûr. Il fait des pèlerinages, hein. Je fais Il des fait des pèlerinages. pèlerinages. Et tu te dis, mais dans quel cerveau dégénéré tu te dis, on va envoyer 10 000 hommes là-bas. Bah c'est un désastre. Et d'ailleurs ce qui est marrant, il y a que Jackie à l'époque là, parce que évidemment j'ai lu beaucoup à ce sujet. Il y a Bazaine. C'est ça qui est fantastique.
C'est les militaires français de l'époque, ils ont tous une tête de con, vraiment une tête de con, et ils sont cons de toute façon. Donc après le Mexique, t'as l'Italie. L'Italie, on l'a dit, c'est un peu pas mal parce qu'on récupère la Savoie et Nice. Mais bon, ça a comme conséquence que Estrosi est français. Donc je sais pas si c'est un bête Et d'avantage. Ciotti. Et Ciotti, moi je suis pas sûr. Mais bon, allez, admettons. Admettons. La conséquence, pourquoi il va en Italie? Parce que il y va pour marave les Autrichiens. C'est-à-dire pour mettre un bras d'honneur aux Autrichiens. Et cette politique, ce qu'on va appeler la politique des pourboires, c'est-à-dire en gros, je veux ci, je veux ça, en fait, il fait du business à la petite semaine. Mais c'est quoi la conséquence de la guerre d'Italie? C'est que l'Autriche, elle est très affaiblie. Encore une fois, ça avantage qui? Parce que les Autrichiens, c'était les top dogs de la sphère culturelle allemande. Qui est-ce que ça bénéficie? La Prusse. Enfin, le dernier avant le désastre, parce que ça je pense que la guerre de 70, ça doit être un chapitre à part, euh, t'as le Luxembourg. Et alors il y a des deals qui sont faits, et Napoléon III veut Anvers. Et c'est là où ce Mongol, il, il se trompe complètement, c'est que pour les Anglais, Anvers ne peut jamais être contrôlé par un Français. Et ça a été le cas 5 siècles avant. C'est-à-dire que pour eux, contrôler Anvers, c'est un pistolet sur la tempe des Anglais. Donc les Anglais, ils feront tout pour que Anvers ne soit pas dans des mains ennemies. Du coup, lorsqu'ils entendent que Napoléon III a des prétentions sur ce qu'on dirait la Belgique, eh ben ça les refroidit. Et c'est pour ça que les Anglais n'iront pas au secours des Français lorsque les Prussiens les envahiront. Parce qu'ils sont un peu dégoûtés de lui, tu vois. Donc, cette longue série de désastres diplomatiques, d'une courte vue incroyable, ben, il est mis en relief parce qu'en face, on a un S tiers, c'est Bismarck. Quand tu compares Bismarck et le chimpanzé qu'on a, et tu dis, mais enfin, je sais pas, c'est comme si tu voyais jouer Thionville-Marseille, quoi. On est vraiment des rigolos. Donc pour moi, Napoléon III, l'un des pires rois qu'on a eu au niveau des relations étrangères. Peut-être le pire, mais il y a match avec son oncle, donc je sais pas. Bon, merci Je suis pour pas ce si, détail. si abrupt que ça au niveau des Vas-y relations Stanislas, étrangères. Hein. tu peux rebondir parce qu'on Que- sentait une sorte quand même un peu de, je sais pas, Non, mais je suis foncièrement d'accord sur le fait que globalement, c'est un échec. Mais au niveau des intentions, hein, par exemple, alors même si c'est pas forcément louable pour Kate Storm, l'Italie, c'est aussi il a une idéologie de, de liberté des peuples de disposer d'eux-mêmes. Même s'il a envie d'embêter l'Autriche, il a aussi, soi-disant, envie de soutenir Ah, je suis d'accord avec toi. ce que faisait son oncle. Et ça c'est louable. Hein, par rapport à... Et puis il a envie de construire un adversaire aussi aux Autrichiens. Donc il y a quand même un calcul qui est plutôt positif. Il voit pas la Prusse venir, ça on peut pas le nier, et il faut lui reprocher. Mais le Mexique, c'est effectivement une drôle d'idée, un échec, mais derrière, il y a aussi un dernier affrontement religieux digne du Moyen Âge, hein, puisqu'on a des protestants, les protestants des États-Unis contre soi-disant les catholiques mexicains, etc., etc. Donc il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, mais globalement, non, je suis assez d'accord sur le fait que tout seul, en fait, c'est très très mal géré. Ouais. Même si les idées de base sont globalement pas mauvaises, la gestion, en partie due effectivement au système administratif, qui est pas bon et effectivement corrompu pour une bonne partie, donc c'est mal géré. Voilà, ce sera le seul bémol que je Et pourrais un mettre. autre exemple, c'est que, alors Napoléon III, on l'a dit, il aide les Italiens à se soulever contre l'Empire d'Autriche, ce qui va donner lieu à l'indépendance et l'unification de l'Italie. Mais, parce qu'il y a un parti dévot, et ça nous permet de glisser doucement vers la guerre de 70, il y a un parti dévot, notamment soutenu par sa bouffonne de femme, c'est
il empêche les Italiens de capturer Rome. Rome qui appartient au pape. Du coup, la ville de Rome est en dehors des mains des nationalistes italiens. Du coup, les Italiens, ils ont la rage. Les Français, ils mettent une armée à Rome. Les Italiens, ils peuvent pas lutter. Donc, les Italiens, ils sont dégoûtés des Français. Et c'est aussi pourquoi les Italiens ne viendront pas au secours de la France en 70. Et je voudrais qu'on fasse un résumé de tout ce qu'on vient de dire. Les Russes ne vont pas s'allier avec les Français puisqu'ils se sont battus avec eux en Crimée. Les Autrichiens ne vont pas s'allier avec les Français puisque les Français ont aidé les Italiens. Les Italiens ne vont pas aider les Français à cause de Rome. Et les Anglais ne vont pas soutenir les Français à cause de la Belgique. La finalité, c'est qu'en 70, la France est à poil. Et tout le travail de Louis XVIII, de Charles X, de Louis-Philippe qu'on a évoqué dans les épisodes d'avant, c'est-à-dire de réintégrer la France dans le concert des nations, c'est ruiné en une décennie de décisions cataclysmiques. Et juste pour dire, la France, évidemment, c'est le plus vieil allié des États-Unis. Alors les États-Unis, ils auraient pu un peu aider parce qu'en 70, ils ont beaucoup de matériel, etc. Mais tu viens de les emmerder avec le Mexique. Donc les États-Unis aussi, c'est mort. Et donc cette isolation diplomatique fait que la France va se retrouver en 1v1 contre l'ensemble des États allemands coalisés. Alors justement, Caïd, donc on arrive et on va finir sur cette partie-là, parce que je vois que le temps avance. Donc on arrive le 19 juillet 1870 et là, clac, guerre contre la Prusse. Et là, ça se passe pas forcément bien. On est d'accord. Là, finalement, tu peux être un peu isolé, ça peut être temporairement, mais c'est encore lui qui prend la mauvaise décision. C'est ça qui est dramatique dans cette affaire, parce que si tu déclares pas la guerre, tu peux te refaire la cerise d'un point de vue diplomatique. Mais donc, effectivement, on est sur une suite de mauvaises décisions. Là, je vais laisser Kyle Storm conclure sur cette guerre, et de toute façon, effectivement, là, ce ne sont que des mauvaises décisions. Mais alors, Mauvaise gestion. c'est quoi le casus belli de 1860 ? Pourquoi on rentre en guerre ? C'est quand même une bonne question. C'est une embrouille pour la succession du trône d'Espagne. Les Français, ils veulent pas que... Le seul pays qu'on n'avait pas évoqué d'ailleurs. Voilà. Non, mais- Et du coup, à la base, le roi espagnol, c'est un Bourbon. Donc, c'est quelque part un Français. Enfin, façon de parler. Et Ouais, c'est un consanguin européen, mais oui, voilà. Et tout ça pour dire que un prince allemand, il se porte candidat, donc de la famille Hohenzollern, de Guillaume Ier. Il dit, ouais, je voudrais bien être roi d'Espagne. Alors les Français, quoi On va être re-encerclés comme du temps des Habsbourg. Et alors, ils envoient l'ambassadeur voir il n'est pas un roi, mais on va pas empereur, mais on va dire le roi de Prusse, dire, ouais, on voudrait que vous vous retiriez. Le roi d'Allemagne, de Prusse, pardon, il dit, ok, on se retire. L'affaire est finie. C'est-à-dire, tu avais quelque chose, tu voulais quelque chose, tu l'as eu. Et l'ambassadeur, il appelle Paris, il n'y a pas de téléphone, mais je fais genre, il a un téléphone. Il appelle Paris, ouais, c'est bon, le roi de Prusse, il retire sa candidature. Les trimards de français, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent, ouais, mais demande-lui un écrit. L'ambassadeur, il repart voir le roi. Il dit, ouais, on voudrait un écrit comme quoi vous vous engagez pour forever, jusqu'à ce que la mort nous sépare, que vous ne serez pas candidat. Le roi, il dit, mais vas-y, bouge de là. C'est non, je ne vais pas le recevoir, je lui ai déjà tout dit. L'ambassadeur, il appelle à Paris, il dit, ouais, j'ai pas d'écrit, mais c'est bon, ils ne sont pas candidats. Et c'est tout. Bismarck, lui, il voit ça parce que lui, Bismarck, il veut la guerre. Il sait que le seul moyen d'unir la France, les États allemands, parce qu'à l'époque, l'Allemagne, c'est genre 20 États différents, c'est que la France agresse l'Allemagne, puisque la Bavière, etc., sont des alliés de la France. Et donc, il fait diffuser dans les journaux, comme quoi, que l'ambassadeur français n'aurait été reçu que par l'aide de camp du roi. Et c'est tout. Et sur ça, il y a une folie générale qui s'empare de la France, qui dit l'Empire a été déshonoré, il faut faire la guerre.
toute cette affaire de la guerre de 70 et de 71, le désastre, les centaines de milliards qui ont été perdus, les centaines de milliers de vies, l'humiliation, l'incroyable conséquence, c'est lié à ça. Mais tu dis, mais c'est des trimards ces gens-là, il faudrait les fouetter en place publique et en premier lieu, sa femme. Parce que pour le coup, je vais mettre ça On au dirait des crédit. guerres entre Booba et, tu sais, dans les aéroports, tu sais. Tu m'as Non, mais regardé de travers. il faudrait les, mais même pas, mais Booba, c'est un phare de la pensée comparé à cette triso de Eugénie. Donc, et le pire, Napoléon III, il est extrêmement malade, il a un caillou de la taille d'une Ouais. balle de golf, il est Maladie de la mal. pierre, il est déjà Il est à moitié normal, mort. et Napoléon III, il est en mode, ah, c'est bon, cassez pas les couilles avec votre guerre, non, je veux pas. Et c'est sa femme, donc le parti des veaux, etc., qui pousse à la guerre, et il y a des moments mais mythiques, parce que l'armée française de 1815 à 1970, c'est rang W, tellement c'est tous des bouffons, des imbéciles. Et tu as des phases, mais d'anthologie, où on garantit à l'empereur, Napoléon III, t'inquiète, l'armée, elle est prête. Il manque pas un bouton de guêtre, on est OP, on va les fumer. Mais en face, t'as Bismarck qui a tabassé le Danemark en 2 semaines, qui a éclaté l'Autriche en même pas un mois. Les gars, ils sont chauds. Ils font des pompes tous les matins, les quadriceps, SACOM, chemin de fer, télégramme et tout. Et nous, on a des gogolitos, ils marchent, habillés en rouge, en ligne. Ben, on se fait fracasser à Gravelotte, partout, tu vois, partout. Bazaine, il s'enferme à Metz, donc tu as des trahisons, mais insensées, vraiment insensées. Et pour le coup, Napoléon III, lui, quand il arrive sur le champ de bataille, il se rend compte qu'on lui a menti. Donc, il se rend compte que l'armée, elle n'est pas commandée, il se rend compte qu'il n'y a pas de discipline, les officiers cherchent les hommes cherchent leurs officiers, il n'y a pas les munitions, etc. Donc, la conduite de Napoléon III, elle n'est pas si mauvaise pendant la guerre. Il a été trompé, mais il a été trompé par qui, Napoléon III? Il a été trompé par les gens qu'il a mis en place. Du coup, moi je pense que quand il s'enferme dans Sedan pour être capturé comme un trimar qu'il est, je pense qu'il est complètement abasourdi par ce qu'il vient de vivre, quoi. Un été 70 terrible. Et du coup, cette guerre, on vient de le voir, qui a été déclenchée sur des motifs au-delà de futile, quoi, parce qu'il n'y a même pas de motif. Les conséquences, elles sont dramatiques. Dramatiques. Tu as le tiers le plus riche du pays qui est occupé. La conséquence quasi directe, c'est la destruction de Paris. Tu as un renversement du régime. L'Allemagne, tu crées un empire énorme juste à ta droite qui va devenir ta principale menace pendant pas loin d'un siècle. Tu perds l'Alsace et la Moselle, tu es complètement décrédibilisé, le pays rentre dans une tourmente politique, le pays est ruiné avec les indemnités, donc la guerre de 70, mais c'est un délire, vraiment un délire. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu, et les conséquences, c'est l'une des pires. Il y a très très peu de rois de France qui ont été capturés. Ben, il fallait bien que ce gogolito de Napoléon III il soit dedans, quoi. Ok. Au moins, C'est un beau récit. c'était. Pas grand chose à dire, peut-être enlever les noms des personnes à problématiques mentales. Oui, Mais peut-être. autrement, Oui, franchement, non, c'était plutôt bien raconté, bien analysé. Effectivement, c'est des erreurs. Alors, une question qu'on peut se poser, effectivement, c'est pourquoi lui qui finalement a mis de la modernité ou finalement a surfé sur cette modernité, il n'en a pas modernisé. La seule chose que son oncle aurait bien voulu moderniser, c'est-à-dire l'armée. Hein, parce qu'on n'est pas du tout sur le même niveau, hein, et ça Kate l'a bien dit, à Gravelotte, hein, il pleut comme à Gravelotte. L'expression, hein, c'est pas parce que il pleut toujours en Lorraine, c'est parce que on était que l'armée était canardée, hein, alors que l'armée française, effectivement, est encore en ligne, habillée en rouge, donc prête à se faire fusiller et, euh, et canarder. Donc effectivement, l'armée, hein, il a pas su la moderniser, alors que dès la,
la guerre de Crimée, on commence à rentrer dans des guerres un peu différentes, hein, qu'après il le voit, il doit être au courant sur la guerre de sécession aux États-Unis. Cette guerre de 1870, hein, c'est les prémices de la Première Guerre mondiale. Donc je suis assez d'accord avec Kate Storm sur cette analyse de 1870 et ses conséquences. Bon, nonobstant le fait que l'instauration d'une république, bon, qui n'est pas forcément très républicaine au début, mais ça a quand même ses avantages par rapport à un empire aussi libéral soit-il. Ouais, mais dans ce cas-là, Louis XVI, on aurait dû le mettre en S tiers. Ce que je veux dire, c'est que... Je dis pas, je dis pas que c'est bien ce qu'il a fait. Je dis que la conséquence, Oui. même si il n'avait pas calculé, elle est plutôt positive. Ce qui n'est pas forcément le cas sur Napoléon Ier, par exemple. Petite synthèse du coup, là on avance, on arrive à la fin de l'épisode. On avait dit qu'il y avait un critère sur ce qu'il laisse à la France, on en a un peu parlé hein, tout au long. La tête de Kate Storm. Est-ce qu'on peut faire un point sur ce qu'il laisse en bien ou en pas bien hein, sur à la France parce qu'il va mourir hein, des suites quelque part de sa maladie, de ses blessures, de tout ce qu'on veut. Enfin voilà, il va pas finir, ça va mal finir hein, pour lui. Qu'est-ce qu'il laisse à la France? Il laisse un territoire amputé de l'Alsace-Moselle. Il a récupéré quelques territoires. Bon, tout en sachant que à cette époque, mieux vaut avoir l'Alsace-Moselle par rapport aux ressources hein, qui s'y trouvent. Le nord de la France effectivement est occupé. Paris est encerclé, ruiné. Les caisses sont assez vides. Donc il laisse un territoire plutôt en souffrance. Ce que je dirais qu'il laisse à la France, donc je ne vais pas répéter ce que Stanislas vient de dire, il laisse quelques bâtiments, des canaux, tu vois, quelques infrastructures quand même, des ports, là on en a très peu parlé, mais il y a le développement de certains ports sur la Méditerranée, de l'Atlantique, parce que c'est la grande ère de la navigation à charbon, c'est le début. Vraiment le début des bateaux de fer, donc sous son règne. Quoi d'autre l'enrichissement des élites. Nous, quand on le voit, on va voir dans certaines œuvres, dans certains châteaux, dans certaines choses comme ça, il y a des traces un peu partout. Par exemple, on n'a pas parlé de Compiègne, qui devient un bête de château comme ça. Qu'est-ce qu'il laisse Elle laisse Paris quand même, les lumières. Oui, voilà, mais Paris, ça je le compte dans l'architecture, on l'a déjà dit. J'essaie de penser à d'autres... À d'autres points. à d'autres Il se fait, points. en fait, il laisse pas mal de choses. Il est quand même, c'est un règne de 20 ans marquant, sauf qu'il est complètement effacé parce que les républicains veulent effacer son règne. Hein, il faut rien qu'il laisse quelque chose de positif, parce que sinon ça veut dire qu'un pouvoir monarchique pourrait laisser quelque chose de positif. Alors qu'il y a encore beaucoup de monarchistes dans les premières chambres des députés. Est-ce que ce serait pas le seul homme en France, peut-être Pétain, à avoir fait un coup d'État? À part Chagrin. Mais c'est très très rare hein, des coups d'État. Si. Et puis son coup d'État, il est quand même assez violent. Hein. Oui, Dans ses prolongations. On n'est pas sur un petit on n'est pas sur un coup d'État à la Pétain, comme tu dis, un coup d'État à la Pétain, pardon. Hein, c'est un vrai coup d'État, prise de pouvoir par la force. On est sur une imposition de la force. Effectivement, tout en sachant qu'il en a tenté 2 avant. Hein. Et ça, je pense qu'il a quand même cette légende napoléonienne en lui. Hein, et Ouais. d'ailleurs, le bonapartisme, c'est plus lui que Napoléon Ier. Hein. Oh, je trouve aussi. Le courant bonapartiste, enfin l'idéologie politique qu'on retrouvera plus tard avec Boulanger ou dont on a encore quelques restants chez certains politiques actuels, hein, ça date plutôt de son règne à lui que de celui de Napoléon. Donc il a laissé ça aussi. Est-ce bien ou non? On peut parler aussi, on peut ajouter, bon c'est pas dans ses ajouts, mais moi de mon point de vue on peut pas parler de Napoléon III sans parler de Victor Hugo.
quand le père de la littérature française, enfin sa figure la plus éminente, est à ce point acharné contre toi, ça lui a fait mal. Il a eu des ennemis féroces. Et ces ennemis Ouais, mais ont en même fini. temps, je pense que ça lui faisait de la publicité. Hmm. Napoléon le Petit, hein, ça reste de la publicité. Et là, d'ailleurs, c'est une de ces appellations qu'on utilise le plus actuellement. Alors même si c'est péjoratif, ça reste quand même. M'étonne. Si tu peux te dresser à la hauteur de tes ennemis. Mhm. Hein, et on peut avoir cette analyse-là, hein, sachant qu'on est au début quand même finalement des publicistes tels qu'on les entend aujourd'hui. Mm. Très bien. Bah écoutez, donc on rappelle, hein, le 9 janvier 73, il décède. Comme tu l'avais dit, Kate, il y a des calculs rénaux hein, qui sont quand même assez importants. On essaye, donc il est en Angleterre à ce moment-là, il est exilé en Angleterre. On essaie de l'opérer une première fois, ça marche pas. On le réopère le 7 janvier, hein, ça marche toujours pas. Et bah du coup, on décide l'ultime opération bah, pour l'aider et il meurt pendant cette opération. Et du coup, bah, Napoléon III meurt effectivement à 10h45, le 9 janvier 1873. Et il est temps pour nous, du coup, eh ben, de classer ce Napoléon III, messieurs. Classons Napoléon III. Stanislas, tu le mettrais où? Alors, je le mettrai où? Je le mettrai pas tout en bas, ça c'est certain. Euh... Moi, je le mettrais en C, allez. Bilan contrasté. Je dis pas Bilan qu'il a rien contrasté. apporté, c'est bilan contrasté pour moi, parce que finalement, on voit qu'il laisse quand même des choses. C'est comme contrasté. Ouais. Kate, pour l'instant. En B? Hmm. Ah bon? B? D'accord. C'est Non, étonnant ça. Comme bien. évidemment, on en a déjà parlé. Il meurt pas sous le trône. Son héritier ne lui succède pas. Donc déjà pour moi, il peut pas être dans les S ou les A. Il laisse l'État, la France, lorsqu'il s'en va. Déjà, il est capturé. C'est rare un roi capturé. Il l'est. Euh, et quand il part, est-ce que ça serait un tiers? Ouais, je pense que c'est un gros tiers de la France qui est capturé. Le pays, il est ruiné. Enfin, les cons, il serait mort en 69. Je l'aurais mis en C. Le problème, c'est qu'il ne meurt pas en 69. Et les conséquences, le fait surtout, parce que autant Napoléon III, je l'aurais mis même en F si j'aurais pu, mais par exemple, sous Napoléon Ier, l'armée, elle est quand même disciplinée. Tu vois, l'armée, elle est quand même équipée, etc., etc. Donc, j'ai envie de dire qu'il a un peu tous les défauts de son oncle, sans en avoir les qualités. Donc, pour moi, ça va être un... Je lui mets un D, parce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles... Mais, enfin, je veux dire, comment en une heure résumer 18 ans? Par exemple, il y a le canal de Hum. Suez qu'on n'a pas parlé, etc. Le canal de Suez, c'est quand même important. Et il va le soutenir, le truc. Donc pour moi, ça va être un D, parce que ça a été un mauvais roi, beaucoup de guerres inutiles, parce que sa stupidité, son incroyable orgueil va coûter la vie à des centaines de milliers de Français. Pourquoi? Bah, on ne sait toujours pas. On se dit, qu'est-ce qui lui a pris? Donc voilà, pour moi, ça va être un D, D- même. D-. Alors attention, on est entre un C et un D. Alors, Stanislas, est-ce que tu vas réussir à est-ce que finalement les arguments de Kate t'ont contrebalancé ton avis et tu dis ouais, t'as raison, on le met en D? Ou est-ce que tu essayes de dire à Kate, mais non, écoute, mon grand, écoute, regarde tout ce qui a été fait et que finalement, si on équilibre, effectivement, c'est quand même pas mal et on pourrait le reclasser en C. Qu'est-ce que ça, Stanislas? Je ne sais pas ce que tu en penses. Sinon, il faudra que je tranche, hein, évidemment. Ah, j'ai... Non, je trouve que... Bon, Kate Storm, le problème, c'est qu'il juge souvent à l'aune du royaume à la fin du règne. Auquel cas, effectivement, c'est un mauvais roi. On n'est pas loin même de la merguez. Mais j'ai déjà répété plusieurs fois, quand il commence la guerre, bon, qu'il n'aurait pas dû commencer, ça je suis aussi très d'accord dessus, il ne connaît pas la fin. Et après, ça reste une spirale des événements qui en entraînent d'autres. Donc si on, euh, on considère hein, effectivement même
la fin de son règne en 70, ça a été un bilan contrasté. Non, bah, allez, pour une fois, je vais être d'accord avec lui, on va pouvoir le classer en D. Très Parce que bien. la fin est vraiment catastrophique et il y a eu beaucoup trop de mauvaises décisions d'un point de vue géopolitique. Très C'est pas bien. fou. Très Et bien. de toute façon, c'est le dernier roi de France, le dernier. Enfin, quand je dis roi, le mot dernier monarque. Et s'il avait été bon, la France, elle est encore monarchiste à l'époque. Quand je dis monarchiste, La première assemblée monarchiste, ouais, ça veut dire beaucoup. Hein. Première c'est-à-dire que assemblée républicaine et monarchiste. le sentiment Petite majorité. républicain, il est certes plus fort que ce qui était il y a 30 ans, mais il est encore minoritaire. Donc, Voilà, Napoléon, admettons, il serait décédé en 69, son fils lui aurait probablement succédé. Et d'ailleurs, son fils, il va mourir pour la reine Victoria. Il va mourir en Afrique du Sud comme soldat. Et bon, c'est marrant. Enfin, tout ça pour dire que, voilà, le dernier des D comme souverains dernier, français. quoi. Voilà, dernier, D comme Ouais, en plus c'est assez... débilos. c'est bien trouvé. Ouais. Dégénéré. Et- Difficile aussi. Ah, c'est Ouais. pas une Bon. lumière. Mais tu sais, quand tu regardes sa tête, il y a quand même une tête de Ouais, et pouvoir c'est dans pour ça l'autre. que j'ai choisi. Et- Quand on regarde, il est tout le temps moche avec une moustache qui est pas élégante. Ses Ouais, généraux mais- sont gras et ventripotent. Non, ça ne va pas. C'est vrai qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que j'ai bien envie. Ouais, il a une tête de. Ouais. Bon, écoutez, bah, on a réussi à tomber d'accord finalement. Et puis, bon, bah, rendez pour le dernier roi. Hein, c'est D, donc c'est Beau, pas bah, une ouais. énorme catastrophe, mais on n'est pas loin quand même. Hein, Quand même. enfin, non, mais Quand même. il y a en dessous. Hein. Et puis, bah, écoutez, ainsi s'achève donc bah, ce siècle aussi, hein, quelque part. Donc après, on va attaquer un nouveau siècle. On n'a pas encore décidé ce qu'on allait faire ensuite. Qu'est-ce qu'on va attaquer comme siècle? Soit on va dans les classiques, ce qui pourrait être sympa aussi, hein, soit on va dans les plus illustres inconnus, ce qui permettrait aussi de s'amuser un peu avec des rois peu connus, mais pourtant un peu au Moyen Âge. Il y en a un paquet là alors moi rien que le nom, t'es là, tu te dis qu'est-ce qu'il a fait celui-ci. Donc ça va être l'occasion aussi de découvrir. Hein. Il y en a, ils n'ont pas fait long feu non plus. Écoutez, on verra. Hein. On vous laisse la surprise et on vous dit bah à bientôt hein, pour un nouvel épisode. Kate Storm, je te souhaite une bonne journée. Bonne journée à toi. Et puis Stanislas, hein, la même chose. Et puis on se dit, on se retrouve, Et bonne journée à toi aussi. voilà, dans une semaine ou deux. Allez, salut à tous. Salut, salut.